Je suis heureux de vous saluer tous, les participants déjà, aussi bien en présentiel qu'en ligne. Alors, ceux qui sont en ligne, je ne les vois pas trop, évidemment. En présentiel, je vois qu'il y a aussi bien des jeunes que des praticiens de la force publique, j'ai envie de dire. Donc, c'est très bien, c'est varié. Pour ce nouveau rendez-vous de la recherche, donc vous savez que nous organisons tous les 2 mois à peu près sur des thématiques très variées. La dernière fois, c'était sur le phénomène des sectes avec la Miviludes et le CIPDR. Et aujourd'hui, c'est sur le sujet de la police. Alors, on l'a intitulé « Quelle police pour le 21e siècle ?» Je ne sais pas, c'est peut-être ambitieux comme approche. En tout cas, nous avons voulu, disons, ouvrir les chakras, comme on dit parfois, ouvrir nos modes de réflexion en profitant du passage à Paris de mon voisin de gauche, Fadi Daguerre, qui est québécois et qui est bien connu dans son pays et qui, depuis début 2017, est directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil, qui est une ville, si je suis bien mes notes, qui se situe à l'est de l'île de Montréal, de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, et qui compte 1000 employés, toutes catégories confondues. Et vous avez été avant, pendant 25 ans, membre du service, de la police de la ville de Montréal, où vous avez occupé de nombreuses fonctions. Vous avez commencé par une maîtrise en administration des affaires pour cadre. Alors ça remonte à un certain temps, je pense. En fait, de l'archéologie, pas préventive, mais de l'archéologie curriculum vitae de l'université McGill, bien connue. Et donc, vous avez une très, très longue expérience dans le domaine policier. Voilà, vous avez cherché dans votre carrière à tisser des liens entre la police et la société civile, avec toujours du goût pour l'innovation qui vous a amené à recevoir plusieurs prix. Et votre idée, votre philosophie, il faut la développer, tourne autour de l'humain, de l'intelligence et de l'efficience, avec de nouveaux modes de concertation. Voilà, donc ce qui nous paraît très intéressant. Moi-même, j'ai eu différents postes territoriaux, comme préfet délégué à l'égalité des chances aussi. Et je sais combien il est important d'avoir ce contact avec la population. Pour échanger avec vous, nous avons le sociologue français, Sébastien Rocher, qui est bien connu également, directeur de recherche au CNRS. Alors là, excusez-moi, on ne m'a pas fait de long descriptif, sans doute parce qu'on a considéré que vous étiez français et donc bien connu déjà de nos participants. Vous avez promu l'analyse sociologique du sentiment d'insécurité, notamment en y consacrant votre thèse, là aussi, il y a quelques années, quelques semaines, en 1991. Et vous êtes un des passeurs en France de ces travaux anglo-saxons sur les relations police-population, et vous êtes au conseil scientifique de l'IHEMI. Donc, pour lancer les débats, ces dernières décennies, une nouvelle réflexion se sont engagées sur le thème de la police comme acteur social, comme la police en tant qu'acteur social en tant que tel, et sur les attentes que la société a de la police en termes de justice, d'efficacité, d'efficience, et également comme partie prenante de la cohésion sociale. Donc de nouvelles analyses, de nouvelles études ont été lancées, et la question qui se pose, c'est comment les chefs de la police, évidemment quand je dis la police, c'est aussi bien la gendarmerie que la police, c'est au sens juridique, peuvent s'organiser pour mieux saisir ce regard de la population, pour mieux interagir avec la population, quelles sont aussi les perceptions que peuvent avoir la population de la police. Moi, ce qui m'a toujours frappé dans mes différents postes, c'est comment parfois la population ne comprend pas que les policiers et les gendarmes sont des gens qui sont payés
par l'État et donc par la République et donc par eux-mêmes pour essayer de maintenir l'ordre, et qu'il est utile aussi que chaque citoyen se prenne en main pour participer à la sécurité ou participer à la création de ce sentiment de sécurité. Donc voilà, tout le débat de ce soir tourne autour de cette relation entre police et population et des perceptions respectives que l'une peut avoir vis-à-vis de l'autre. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui sont en ligne, vous avez deux outils. Le panneau blanc à droite de la fenêtre Livestorm, avec l'onglet de chat d'une part pour discuter, donner vos avis, vos commentaires, et puis l'onglet de questions, voilà, pour poser vos questions. Et bien, ceux qui sont en présentiel, ce sera plus simple pour donner leur avis ou poser des questions. Voilà. Eh bien, s'il n'y a pas de... Voilà, je crois qu'on va commencer. Monsieur, vous donner la parole et vous écouter avec attention. Voilà, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on m'entend? Alors, je crois que ça fonctionne. Okay. Merci, monsieur le préfet. Merci. Bienvenue à Sébastien. Écoutez, je vais faire un genre de petite présentation assez rapide parce que c'est une présentation normalement qui prend un peu plus de temps, mais je vais le faire environ entre 25 et 30 minutes. Je vais rebondir justement sur le mot que M. le Préfet a mentionné tout à l'heure sur l'acteur social. C'est drôle que vous parlez d'acteur social, c'est pratiquement exactement les mêmes mots que je répète au Québec, que les policiers ne sont pas des travailleurs sociaux, mais je vais vous expliquer un peu plus pourquoi je parle d'acteur social extrêmement important, incontournable dans ce qui se passe dans le mouvement, dans la nouvelle manière de faire de la police. On peut décider de rester dans un statu quo, ça va. Je pense que historiquement, on peut voir qu'est-ce que ce statu quo a donné, ou alors on peut essayer d'évoluer puis de faire les choses différemment si on veut des résultats différents. Juste pour revenir un peu sur ma carrière, donc 32 ans de carrière, 25 ans à Montréal, et là, pour les policiers et les policières dans la salle ou ceux qui sont en virtuel, au niveau de la carrière, rapidement, parce que vous allez comprendre pourquoi je suis beaucoup plus penché vers la prévention versus la répression, c'est parce que justement, j'ai vécu les 10 premières années de ma carrière exclusivement dans la répression, donc agent d'infiltration, enquêteur au crime organisé, stupéfiant, moralité et tout ce qui était la mafia italienne au Québec. Donc, j'ai quand même beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Puis par la suite, j'ai travaillé au niveau des contrôles de l'anti-émeute, tout ce qui était les manifestations, les grands événements, j'en étais en charge. Donc, j'ai vu le côté répressif, puis j'ai vu le côté, qu'est-ce que ça peut donner, le côté préventif. Et à peu près depuis presque 15 ans, je me suis beaucoup plus penché sur l'approche beaucoup plus préventive. Je voyais que c'était beaucoup plus payant et ça donnait des résultats plus pérennes que celle de la répression. Celle de la répression, je vais juste rendre quelque chose de très clair dans ma conférence. Elle est nécessaire, surtout si vous suivez un peu les nouvelles au niveau du Québec. On a énormément de fusillades, donc je ne cesse de le répéter. Tout ce qui est fusillade de gangs de rue, de crimes organisés, qui se passe présentement 2 à 3 par jour, c'est nécessaire qu'il y ait une réponse répressive, mais elle doit être ponctuelle et à court terme. On doit penser dans les 5, 10, 15 prochaines années, quel genre de réponse qu'on doit donner à nos jeunes, au primaire, au secondaire, à l'université plus tard, comment on peut planifier le futur dès maintenant, et non pas toujours réagir aux pressions médiatiques, aux pressions politiques, mais beaucoup plus commencer à réfléchir à ce qu'on doit planifier pour le futur. Donc, la présentation d'aujourd'hui, c'était un peu ça, c'est voir comment on travaille sur la police du futur, mais depuis 5 ans que je l'ai mis en place à Longueuil. Il y a un quartier à Montréal, quand j'étais à Saint-Michel, c'est un des quartiers les plus défavorisés, pas au Québec, mais au Canada, où nous avions justement plusieurs meurtres, plusieurs fusillades et des gangs de rue, des quartiers qui ressemblent un peu aux banlieues de la cité parisienne, où je devais envoyer 6 policiers ou policières pour répondre à un appel de 2 policiers, justement pour protéger nos policiers, pour pas qu'ils se fassent prendre dans un piège. Donc, de 2005 à 2010, j'avais beaucoup vécu ça avec mes policiers dans ce quartier-là. Et encore là, la solution qu'on avait trouvée, ça a duré pendant 13 ans presque, c'est la solution de la prévention, qui a amené vraiment des résultats pérennes et non pas juste la répression. Est-ce que moi, j'ai pas quelque chose pour contrôler? OK. Alors, le changement de culture. Pourquoi, justement, tout à l'heure, Monsieur le Préfet, vous parliez d'un acteur social.
La diapo que vous voyez présentement, c'est une réalité québécoise, même canadienne, même nord-américaine. Je ne sais pas si elle est en France, mais en tout cas, chez nous, c'est le cas. Tout ce que vous voyez en orange, ce sont les appels de santé mentale, de détresse humaine, de chicane, de disputes de voisins. Ce ne sont pas des appels criminels. Tout ce que vous voyez en bleu, ce sont des appels purement criminels. Et encore là, sur ces appels criminels, on a beaucoup de notions de santé mentale en dessous. Les violences conjugales ne sont pas nécessairement toutes des violences conjugales qui sont faites avec des personnes qui sont tout à fait saines. Parfois, il peut y avoir de l'alcool, il peut y avoir des dépendances. Donc, c'est vraiment une réalité que tous les corps de police ont vit. Et quand vous voyez l'écran à droite, ce sont les quartiers. Donc, tous les quartiers de la zone de Longueuil. Longueuil, c'est une agglomération, c'est 5 villes en une, et c'est environ 500 000 habitants, 480 000 habitants environ, et j'ai environ 1000 employés pour desservir ces 5 villes-là. Dans les 5 villes, vous avez des secteurs extrêmement difficiles, très défavorisés, comme vous avez des secteurs très cossus, et pourtant, regardez bien, les taches oranges sont dans tous les secteurs, autant chez les personnes extrêmement riches que les personnes plus pauvres, plus vulnérables. On peut aller à la prochaine. Alors, comment amener un changement de culture? Comment amener une adaptation de la culture pour qu'on puisse s'adapter à la population? Consultation. Consultation par une firme externe, pas par la police. J'avais quand même, dans le temps, plusieurs personnes des doctorats, qui avaient des doctorats. On aurait pu faire une recherche à partir de l'interne. On a décidé volontairement de le faire par un organisme externe, complètement indépendant, sans aucun contrôle des questions qui ont été posées à la population et chez nos policiers et policières à l'interne. Alors, consultation des agents, des cadres, des experts et aussi de la population. La prochaine. C'est quoi le profil sociodémographique de notre secteur de l'agglomération de Longueuil? Bon, vous pouvez voir un peu ce qu'il y en est, mais ce que je veux attirer votre attention surtout, c'est sur le côté, la data du côté en bas à gauche, 20 000 personnes entrent et sortent dans l'agglomération. Sur 450 000, 430 000, 20 000 personnes entrent et sortent. Donc, à chaque fois, on a environ peut-être 5% de la population qui change. Les policiers, ils doivent s'y adapter. Et ce qui est très intéressant, et très, c'est un défi intéressant, du côté en bas à droite, en 2019, 55% des nouveaux élèves de la commission scolaire sont issus de l'immigration. Donc, c'est pas quand, c'est pas est-ce que ça va arriver, c'est quand est-ce que ça va arriver. Donc, il y a un flot d'immigration énorme entre Montréal, Laval et Longueuil. On peut aller à la prochaine. OK. J'ai essayé d'amener une adaptation de la culture à plusieurs reprises dans ma carrière lorsque j'étais au SPVM. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'à chaque fois qu'on amène des formations ponctuelles plus magistrales, à chaque fois qu'on essaie d'amener un changement, on le fait de manière ponctuelle à un endroit. Donc, on forme les recrues, on forme des cadres. Ça peut fonctionner. Ce que j'ai remarqué, ce que j'ai réalisé, parce que j'ai eu plusieurs échecs, c'est qu'il faut revoir le système au complet. Un système de carrière au complet, où on sait qu'on va atteindre, on va toucher le fond du policier, de la policière, on va s'assurer qu'il va devoir changer. C'est peut-être parfois difficile, il y a beaucoup de résistance, on pourra s'en parler tout à l'heure, mais c'est nécessaire de pouvoir amener un changement systémique et non plus un changement ponctuel à un moment donné de votre carrière. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Rapidement, le profil des recrues. À la rentrée même, lorsque quelqu'un veut rentrer à Longueuil, les critères de sélection ont été revus. Donc, quelqu'un qui a des compétences plus techniques a encore sa place à Longueuil, mais quelqu'un qui a des compétences plus sociales, plus communautaires, plus quelqu'un qui s'est engagé dans la santé mentale, qui a connu c'est quoi la difficulté des groupes communautaires, qui a été fait beaucoup de bénévolat, reçoit beaucoup plus de pointage que quelqu'un qui a un background, un passé militarisé ou plus sécurité. Ils sont encore accueillis, mais ils ont beaucoup moins de points que ceux qui ont un côté beaucoup plus d'intelligence émotionnelle, relationnelle, en partant. Tout à l'heure, je pourrais vous mentionner, lorsqu'on aura un échange, quel genre de choc ça a créé à l'interne avec les plus anciens policiers. Bon, dotation des recrues, je vais passer rapidement. L'intégration des recrues. L'agent formateur, je ne sais pas si c'est comme ça en France, mais chez nous, lorsqu'une recrue rentre, elle est assise avec un agent d'expérience. J'ai 32 ans et encore aujourd'hui, lorsque la jeune recrue rentre, s'assoit dans le véhicule de police,
l'agent d'expérience le regarde, dit, mon petit jeune, je vais te montrer c'est quoi la vraie police. Ce que tu as appris à l'académie, mets ça de côté. Là, tu vas comprendre c'est quoi la vraie police. Mais cet agent recruteur, on est en train de revoir son profil. Il faut faire attention. Et je l'ai dit très souvent, mon agent recruteur que j'avais eu quand je suis rentré, il y a des côtés que je n'aimais pas du tout, mais il y a d'autres côtés qui étaient excellents chez lui. Donc, il ne s'agit pas de faire un changement de culture drastique. Ce que je leur dis, il faut garder des parties de l'ancienne culture parce qu'elle était très bonne, mais il faut surtout se renouveler et se mettre à jour pour la nouvelle culture. Donc, marier les deux. Parce que cette ancienne agence qui m'a montré comme technique d'intervention policière, comme approche d'enquête était excellente. Mais il y a d'autres approches qui m'ont montré, je n'oserais même pas le dire en ondes, que plus jamais je peux répéter ça en 2022. Le programme de développement professionnel immersion, c'est là-dessus que tantôt, je vais essayer de me tarder. C'est vraiment une approche unique au monde. Et c'est là-dessus que je vais vraiment garder ma conférence. Et sur l'approche des réseaux. Processus et procédures, on a revu tous nos processus de procédure pour voir s'il n'y a pas des biais systémiques, soit discriminatoires, soit des biais ou des préjugés qu'on a dans nos procédures à l'interne. Même inconscient, on ne saisit pas qu'on est en train de faire demander des choses à nos policiers. Finalement, ils appliquent des règles de l'interne sans même savoir que nous autres, on les met dans une situation extrêmement délicate face à la population qui desservent. Tout à l'heure, je pourrais même vous arriver des exemples très, très concrets au niveau du renseignement criminel, comment qu'on cible certaines choses pour que nos policiers interviennent sur le terrain, et c'est totalement discriminatoire. C'est du profilage racial, du profilage soit social, soit politique. Réseau, il y a un peu le parallèle de l'immersion. Tout à l'heure, je vais vous en parler. Identification de la relève. Alors, pour devenir chef de police ou dans l'état-major, on a créé, un peu comme tout le monde, vous avez chez nous aussi au Canada, des tests psychométriques avec des firmes externes qui évaluent le potentiel des personnes pour monter dans les relèves. Mais on a rajouté quelque chose d'un peu d'audacieux. C'est mon passé de EMBA, d'Executive MBA que j'ai fait à McGill, où j'ai vécu une semaine de retraite quelque part. Et là, on m'a testé. Alors, j'ai recréé cette approche-là au sein du service de police. Je leur fais vivre 3 nuits, 4 jours dans une auberge. Et dans ces 3 nuits, 4 jours-là, dans cette auberge-là, ils sont 5, 6 candidats et ils passent des tests. Et pas des tests psychométriques, c'est des tests dans l'action. Donc, ils jouent au foot. Ils créent un tableau d'art. Ils créent de la musique. Il y a d'autres choses je ne peux pas non plus tout dévoiler les secrets des activités. Et ils s'y attendent pas du tout. C'est des personnes de très haut niveau. Et je vous dirais dans une entrevue, vous pouvez faire semblant pendant 2-3 heures, mais pendant 4 jours, c'est impossible. Après une journée ou 2, ça craque. Puis là, on commence vraiment à parler des vraies choses. Sur les 6 candidats qui sont allés récemment, il y en a un qui a réellement réussi, puis il a réussi sur le pot de la fesse. Vraiment très, très limite. Mais les 5 autres, on les a pris en charge pour les développer, leurs compétences pour le futur. Évaluation périscope, très, très intéressante. Je ne sais pas si vous évaluez vos policiers à chaque année, mais en tout cas, à Longueuil, il n'y avait aucune évaluation. Donc, le policier ne savait pas s'il avait une bonne performance au niveau du travail. Tout ce qu'il faisait, c'est travailler. Puis, quand il allait dans une promotion, on l'évaluait. Est-ce qu'il est prêt pour une promotion? Mais il aurait pu passer 5-10 ans dans des différents secteurs dans sa carrière. On n'aurait jamais su si c'était un bon policier ou une bonne policière. Là, ils ont une évaluation une fois par année. Et dans l'évaluation, sur les 11 compétences, il y en a 3 qui sont des compétences plus techniques et 8 compétences uniquement génériques. Donc, de relations interpersonnelles, de communication, de capacité d'adaptation, de médiation, de dialogue avec la population. Franchement, ça, c'est un choc culturel parce que quand vous êtes habitué à vous faire évaluer sur le nombre de tickets que vous donnez, le nombre d'arrestations, le nombre de fiches d'observation, puis là, je leur dis ça, j'en ai pas besoin. Je sais que vous êtes des maîtres, vous avez même des PhD là-dedans. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est comment vous parlez avec votre citoyen, comment vous parlez avec votre personnel. Puis, entre moi et la base, moi et un agent, il y a 11 niveaux de hiérarchie, on est très paramilitaires. Alors, ils savent que s'ils veulent monter en grade, il faut qu'ils fitent dans l'évaluation. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils peuvent résister 1 an ou 2, puis éventuellement, cette évaluation-là, ils vont devoir se conformer s'ils veulent monter en grade un jour. Même s'ils veulent monter, ils peuvent rester au niveau parallèle. Mais ils vont devoir, pour être performants, il faut qu'ils rentrent dans les 11 critères, dont 8 très relations émotionnelles, relations interpersonnelles. On va aller à la prochaine.
La police de concertation, ça c'est une philosophie d'approche, mais ça c'est au sein de toute l'organisation, autant au niveau de l'employé civil, au niveau des enquêtes, au niveau de la gendarmerie. On s'attend à ce que tout le monde puisse rentrer dans cette approche-là. Donnez-moi un instant. Là, on est en train de revoir, puisque 80% des appels sont beaucoup plus sociaux, alors pourquoi qu'on a encore le mandat de sécurité uniquement? Comment ça se fait qu'on a encore un mandat sécuritaire uniquement au niveau du service de police? On est en train de revoir avec le ministère si on ne peut pas abroger la loi de la police et revoir le mandat lui-même. Ce ne sera pas un projet de M. Daguerre, ce sera un projet du gouvernement du Québec qui doit et veut revoir. Ils ont fait d'ailleurs une consultation publique, je vais vous la montrer tout à l'heure, et la population demande. Tout à l'heure, M. le préfet parlait on s'attend à ce que la population soit imprégnée de ce que la police fait, parce que justement, la population paye les salaires des policiers, mais nous aussi, ce qu'on veut, c'est l'inverse. Que les policiers s'intéressent à ce que la population veut. Parce que si la population n'a pas la légitimité de travailler, on n'a plus rien. On n'a vraiment plus rien. Il y a une confiance extrêmement importante. On peut aller à la prochaine. On demande ces critères-là pour les 8 principes de la police de concertation. Ça, c'est pour tous les employés civils et au niveau des policiers. Tout à l'heure, là, vous voyez ici, bon jugement. Je leur demande plutôt un excellent jugement. Et surtout, un point bizarre, surtout dans le milieu policier, pour moi, il a fait un peu choquer l'interne. C'est le point ici, soin. Prendre soin. Mais voyons, on va dire, on n'est pas des infirmiers, on n'est pas des psychologues, on n'est pas des travailleurs sociaux. Non, non, mais vous êtes des acteurs sociaux. Sur les appels, il ne s'agit pas juste d'une plainte. Qu'est-ce que tu peux faire pour l'enfant ou la madame ou le monsieur qui est en crise, mais qu'est-ce que tu peux faire pour la famille aussi? Comment tu peux intervenir des partenaires? Ce n'est pas le domaine de la police, mais quel partenaire peut rentrer en jeu? On peut aller à la prochaine. Tout à l'heure, je vous mentionnais la consultation publique que la ministre de la Sécurité publique québécoise a faite au sein de toute la population. Et ça a été un comité consultatif sur tous les domaines policiers, c'est-à-dire à l'intérieur de la police, dans la communauté, les groupes sociaux, les groupes marginaux, les groupes communautaires, les minorités visibles, les milieux de la santé mentale. Les 3 demandent à ce que la loi de la police soit abrogée et qu'on puisse introduire la police de concertation et qu'on revoie le mandat policier. Ça, c'est sûr. C'est les 3 premières recommandations sur 132 recommandations. Les 3 premières. C'est ce que la population demande. On peut aller à la prochaine. Alors, fort de ce résultat-là de la consultation publique du gouvernement et celle de Longueuil, que je vous ai montré tantôt, on a créé le policier réseau. Policier réseau, tout à l'heure, vous allez voir, je vais vous parler d'immersion, mais c'est exactement immersion de manière permanente. On a choisi 20 à 25 secteurs. Ce sont des policiers en uniforme, avec un gun, avec un taser, avec tout l'équipement qui vient avec. Et ce sont des policiers qui vivent dans la communauté, qui ne répondent à aucun appel d'urgence, qui ne font pas d'arrestation nécessairement, à moins que quelque chose de concret qui est en face d'eux. Ce sont des policiers qui sont là, qui vivent en amont des crises. Parce que présentement, notre objectif, notre ambition, c'est comme un système de la santé. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais au Québec, vous avez un médecin de famille, vous avez un hôpital d'urgence, puis vous avez des médecins spécialisés. Dans le milieu policier, qu'est-ce qu'on a? On a le policier d'urgence, le 911. C'est tout ce qu'on a. On n'a rien avant. C'est comme si vous traitez un cancer, vous ne l'avez jamais prévenu. Tout ce que vous faites, c'est donner un peu de chimio, un peu de radio, comme traitement lors de l'appel, puis vous espérez ne pas y retourner. Malheureusement, on y retourne presque tout le temps. On n'arrive pas à régler le problème, on fait juste éteindre des feux. Donc, ce qu'on explique à nos policiers, c'est comment on peut être là avant que le feu ait lieu, avant que le cancer ait lieu. Donc, comment on peut être des policiers de famille, comme les médecins de famille, et vivre dans la communauté. Réseau, c'est exactement ça. Éviter que ça pète, éviter les interventions policières, éviter les fusillades. Une parenthèse, au Québec, au Canada, 80% de nos fusillades policières, que finissent par quelqu'un qui décède, 80% sont toutes des fusillades en lien avec la santé mentale. Très peu avec le cambriolage d'une banque, avec un 12 tronçonné. 80%. Alors, si je peux éviter des fusillades, des interventions qui vont déraper, pourquoi je ne peux pas intervenir avant les événements? Bien avant les événements. Donc, policiers réseau et policiers réseau sont des personnes qui vivent dans la communauté. On leur a donné un secteur avec des grands facteurs de vulnérabilité. Ce n'est pas du tout des secteurs où il fait bon vivre.
C'est des secteurs où c'est très, très difficile. On en reçoit beaucoup d'appels du 911. Exemple, Fadi Daguerre appelle le 911 10 fois par mois, 15 fois par mois. Ben, le policier réseau, il a l'adresse de Fadi Daguerre. Il va cogner à la porte. Il dit « Bonsoir madame, je viens vous rencontrer. D'ailleurs, à Longueuil, vous passez dans la rue, vous avez des affiches de votre policier réseau, vous avez votre code QR sur votre cellulaire, vous appuyez là-dessus, vous avez son adresse de travail, vous avez son numéro de téléphone, son agenda et son nom, et ses disponibilités. Il appuie là-dessus et le citoyen peut l'appeler avant qu'il y ait une crise chez lui. Ou alors, on va aller frapper à la porte. S'il faut passer par le coiffeur du coin, s'il faut passer par l'épicerie du coin pour créer le lien avec le citoyen, on va le faire. Et une fois que le policier rentre dans l'appartement, c'est là que le côté réseau est très puissant. C'est que le policier n'est jamais seul, ou presque jamais seul. On a des protocoles d'entente avec le milieu de la santé. Travailleurs sociaux, infirmières spécialisées, psychologues, travailleurs de rue, milieu communautaire. Et rapidement, ce que je dis à mes policiers, il ne faut surtout pas que vous deveniez des travailleurs sociaux. Vous êtes des acteurs sociaux, mais pas des travailleurs sociaux. Ce qui est très, très important, c'est que vous relayez le problème aux partenaires. Il ne faut surtout pas le garder sur les épaules. On n'est pas équipé, on n'est pas éduqué, on n'est pas entraîné pour ça. Mais si à samedi soir, à 2 heures du matin, je dois aller sur un appel d'urgence et régler une crise et que ça finit mal, mais je vais essayer de la régler bien avant. Policiers et réseaux restent dans le secteur autant d'années qu'ils veulent. Et ce n'est pas 1 an ou 2 puis vous êtes assigné ailleurs. Vous pouvez faire 30 ans là, si vous voulez. Puis les 25 secteurs, maintenant on est rendu à 25 secteurs, sont tous des secteurs que les policiers ont été volontaires de choisir. On ne les a pas imposés. Ils disent, je choisis tel secteur. Tu es sûr que tu vas aller travailler là? Oui, je vais travailler là. Mais ton évaluation de rendement va être sur le côté périscope, tout à l'heure je vais les montrer, mais ton évaluation de rendement, ça va être aussi au niveau data pour moi. Tu as tel secteur, on recevait 100 appels, il ne faut plus que j'ai 100 appels de 9 à 1. Arrange-toi, fais ce que tu veux, mais il ne faut plus que j'ai 100 appels. Puis en 7 mois, on a commencé le 8 décembre 2021, au mois d'avril, en 5-6 mois. Dans certains secteurs, endroits d'adresse, on avait des appels récurrents. 21% des appels ont baissé en 5-6 mois. On a 3 universités qui nous suivent présentement, complètement indépendantes. Ils évaluent notre approche. Ils regardent le côté quantitatif, donc les appels. Ils regardent le côté qualitatif des appels santé mentale qui sont en train de changer dans certains secteurs, vraiment bien ciblés dans certains secteurs. Puis ils regardent le côté qualitatif, relation avec les citoyens. 3 universités différentes. Et on veut vraiment démontrer qu'est-ce que la prévention rapporte. Je ne sais pas pour vous dans la salle, moi, ça fait des années que j'essaie de convaincre le gouvernement d'investir dans la prévention, puis j'ai presque jamais aucun dollar. Mais depuis que je suis en train de maintenant de le démontrer au niveau scientifique, ils ont investi, je ne sais pas si vous allez voir des vidéos sur l'approche, il y a plusieurs films et sorties médiatiques sur notre approche. Si vous voyez, la ministre a dit, elle a investi 7,2 millions, finalement, pour voir si ça fonctionne. Mais je connais déjà les chiffres parce qu'ils vont sortir tout prochainement au niveau des universités. Ce qu'on est en train de calculer, c'est à partir de policiers réseau, exemple, chez Fadi Daguerre, ça fait 10 fois, on y va à chaque mois. Ça a coûté combien pendant des années chez Fadi? Et là, je fais le chemin. L'intervention du policier, le transport de l'ambulance, l'infirmière à l'hôpital, le médecin, l'urgentologue. Après ça, le côté carcéral, le côté du tribunal. Combien ça a coûté à cette société versus le 7,2 millions? Des peanuts. Des peanuts. Absolument rien. Puis finalement, je pense qu'on a trouvé une manière de pouvoir démontrer que c'est payant la prévention. On va aller à la prochaine. On va y aller encore. Programme immersion. Okay. Bon. Le programme immersion, je vous dirais, pourquoi c'est unique. Je vais vous le résumer rapidement. C'est une fois je marchais, je fais beaucoup de Compostelle. J'habite à 22 km, 23 km de mon lieu de travail. Puis je marche énormément, soit à vélo, et puis en hiver et en été. Et à un moment donné, je marchais, je dis, waouh, j'ai l'idée, je l'ai trouvée. J'ai texté mon chef de cabinet. Je lui ai dit, immersion, 5 semaines, pas d'uniforme, pas d'armes, volontaire. Je lui ai dit, de quoi tu parles? Écris ça, puis j'arrive au bureau. Ça prend environ 4 heures de marche. Que j'arrive au bureau, je m'assois avec lui, j'ai commencé à écrire. On se met ensemble. Et c'est ça qu'on a créé. On a créé, puis contre tout, un vent et marée, hein, parce que même mon état-major, même le syndicat était contre. J'avais vraiment pas d'appui pour ce projet-là, mais j'étais convaincu que Immersion
allait amener une approche très, très unique au Québec, au Canada, puis même en Amérique du Nord. Immersion, c'est quoi? C'est vivre dans la communauté, des policiers volontaires, 30 à la fois, parce que ça prend 70 familles et groupes communautaires pour vous accueillir chez eux. Vivre dans la communauté et vivre leur quotidien. Pas se faire servir des plats dans leur maison, mais cuisiner dans la cuisine avec eux, aller à l'épicerie, aller à l'école de leur enfant autiste, vivre dans l'école avec les classes d'autistes, avec les professeurs, les intervenants, vivre dans le milieu des intervenants de tout ce qui est l'itinérance, vivre dans le milieu communautaire, culturel, religieux, mais vivre là. Ne pas répondre à aucun appel, vous n'êtes pas d'uniforme, pas d'armes, et vous êtes volontaire à le vivre. J'avais un bassin d'environ 250 employés pour mettre ce projet-là de l'avant, puis on a eu 108 volontaires. Un de mes préjugés, c'était ça va être des jeunes filles policières et des recrues. Personne d'autre va appliquer. Sur les 30 premiers volontaires, on était à la 4e cohorte, ça continue. Les 30 premiers, c'était 16 hommes, 14 femmes, presque aucune recrue. Toutes des policiers et des policières qui avaient entre 15 ans et 25 ans d'ancienneté. Et moi, je ne comprenais pas. Franchement, j'avais quand même d'expérience. Je dis, voyons donc, qu'est-ce qu'un vieux va aller faire là? Pourquoi qu'il va aller se mettre dans une situation? Il ne savait même pas le programme, je leur ai dit. Chaque matin, durant les 5 semaines, vous allez recevoir un papier, puis ce papier-là va vous dire où vous passez la journée et la soirée. Et là, il y a eu des chocs culturels, des chocs de mentalité, des préjugés conscients et inconscients qui sont ressortis parce qu'à tous les jours, on faisait une rétroaction émotive avec un psychothérapeute dans la salle. Puis on essayait de revoir la journée qu'ils avaient vécue. Puis on leur donnait vraiment la plateforme pour se laisser aller. Puis croyez-moi, ils se sont laissés aller. J'avais des personnes dont le fond était extraordinaire, mais peut-être le dessus était un peu endommagé, on va dire, au nombre des années d'usure, mais des personnes extraordinaires qu'on a dans le corps de police, extraordinaires. Et pourtant, vous les voyez, parfois je les trouvais tellement bougonneux, mais ce sont eux qui sont ressortis les plus humains. On va aller à la prochaine. Alors ça, c'est un peu l'idée. Je viens de vous mentionner pendant 5 semaines, c'est 21 jours de jour de travail, donc jour et soir. En civil, sans armes, volontaire, ancienneté variée. Ok, j'avais dit 108, mais c'est 107 candidatures finalement pour 30. Les clientèles que vous voyez à droite en haut, des écoles spécialisées et les familles qui nous ont reçus. Il faut comprendre qu'immersion, ce que je leur ai expliqué, c'est que c'est un stage obligatoire. Pour l'instant, j'y vais par volontariat. Et je leur ai dit qu'une carrière policière, on est environ 30 ans, vous allez y retourner à chaque 5 ans. Donc, dans 5 ans, en 2027, peut-être que les problèmes vont être divers, autres, émergents, on ne les connaît pas, mais vous allez les revivre. Donc, en 30 ans d'expérience, vous allez vivre probablement 5 à 6 immersions. Donc, environ 6 à 7 mois dans la communauté. Le syndicat, franchement, ça m'a énormément surpris quand il a vu qu'on a voulu prendre soin des policiers pour les mettre en immersion, pour qu'ils comprennent les enjeux. Parce que ce que j'ai expliqué au syndicat, c'est, écoute, il faut qu'ils sachent la clientèle qu'ils sont en train de desservir. Il faut qu'ils apprennent. Puis dans une salle magistrale, tu ne peux pas apprendre grand-chose. Tu vas l'apprendre. Ça va durer tu vas retenir 10%. Taux de rétention, même pas 5 à 10%, tu vas oublier le reste. Mais si tu vis dans la communauté, tu vas vivre d'autres choses. Et c'était très important de lui expliquer au chef syndical, je fais ça pour éviter des événements. Alors il m'a demandé, OK, mais Fadi, tu vas me mettre des véhicules de police dehors pour être sûr qu'il n'y a personne qui attaque mes policiers dans les maisons. Pas de problème. Combien tu en veux des véhicules de police? Ce que j'ai oublié de dire tantôt à Mathieu, c'est que ça a duré ces 5 semaines. Les véhicules de police en uniforme, ça a duré 2 jours. Le chef syndical m'a rapidement dit, OK, tu peux les enlever, il n'y a pas de danger. J'ai dit, bien sûr, il n'y aura pas de danger. Il n'y a personne qui va nous attaquer. On va aller à la prochaine. Ah, voilà. Fait que, voilà, j'ai essayé de faire ça le plus concis en 30 minutes. Mais je suis ouvert à beaucoup de questions et d'échanges. Très bien. Approche originale, en effet. Je comprends qu'il y a eu des réticences. Monsieur Rocher, si vous voulez réagir par rapport à cette intervention. Des micros, oui, très bien. Ouais. Pas de problème.
Donc on avait demandé à Sébastien Rocher s'il pouvait nous faire aussi un, oui, enfin, un pas point seulement sur l'état de la réagir, oui, recherche. bien sûr, pardon. Mais oui, bien sûr. réagir, c'est bien. Non, ce sera ça. C'est bien dit parce que je trouve vraiment c'était une excellente présentation. Bravo, hein, vraiment. C'est très, très à la fois inspirant et ancré dans la pratique. Et je pense que ce que je vais dire, bon, je vais dire des généralités, je suis un homme de généralité, mais je pense que ça correspond peut-être à des facteurs qui ont poussé à votre expérimentation et qui vous ont poussé à faire autrement. Et j'espère avec succès, puis j'espère lire les résultats des évaluations indépendantes. C'est très important de ce que vous avez fait. C'est sur le petit, sur la clé USB. C'est le plus difficile, toujours, c'est l'électronique. Nous sommes en bonne voie. Pourquoi ça fait comme ça? C'est bon? Si je mets des photos, alors il y a beaucoup de mégaoctets, donc ça freine le processus. Voilà. Donc, Ah oui, traitement en cours. Parfait. Ok, super. Voilà, comme ça. Ok, donc je regarde ma montre, puis Anne peut me faire signe aussi pour m'arrêter, pour que ce soit bien aussi, pour laisser du temps pour discuter. Je pense que c'est ça qui sera le plus intéressant. Donc je me suis interrogé aussi sur les transformations des systèmes de police au XXIe siècle, c'est-à-dire quelles sont les tendances qu'on voit émerger dans les pays occidentaux. Alors il y a beaucoup de diversité évidemment, et les questions essentielles qui m'apparaissent se poser aux policiers, aux responsables politiques, aux responsables administratifs de la police. Alors, je ne sais pas comment ça peut marcher, ça apparaissait comme ça ou comme ci, ou pas. J'appuie là-dessus, non? Comme ça? Non, plus. Je ne sais pas. Si vous pouvez faire avec ça. Ça n'a pas marché. Vous pouvez me remettre en grand? Sur celui de droite. Ok, super, merci beaucoup. Désolé. Donc oui, je me présente un tout petit peu. Je suis universitaire, mais j'ai travaillé aussi pour différentes organisations, notamment pour la Commission européenne, dans le cadre des projets de réforme et de l'assistance à la réforme d'un certain nombre de pays de la région, de la région depuis l'Afrique du Nord jusqu'à la France, en passant par le Liban. Et puis pour certaines autorités politiques françaises, pour la préparation de la réforme de la police municipale de Paris et son système de gouvernance. Et puis comme M. Fresslinard l'a dit, je suis membre du conseil scientifique de l'IHEMI. Donc je vais faire un peu des rappels sur les modèles de police et leurs différences, mais de façon très très elliptique. Et puis essayer de développer l'enjeu. Alors c'est ce qui a été mieux dit que je ne vais le faire maintenant sur l'importance de la confiance. Et je vais essayer de rappeler comment cette question de la confiance a réémergé dans les études qui portent sur la police et comment elle est devenue un des éléments centraux de l'analyse de la police, à la fois la confiance elle-même, puis cette relation police-population et les différentes dimensions de cette relation. Et enfin, sur l'autre aspect tout à fait spectaculaire de transformation, c'est l'évaluation externe de la police. Alors là, je crois qu'on en a eu des exemples à travers l'évaluation universitaire, mais plus généralement, en fait, il y a une norme d'extériorité qui est en train de se consolider à l'échelle mondiale, et je vais en donner juste un aperçu pour les pays de l'Union européenne. Donc, à la base de mes réflexions, puis les pratiques que j'ai eues en tant que conseiller pour différentes autorités publiques, je crois qu'il y a trois termes qui interagissent, que tout le monde a très très bien en tête.
Il y a d'un côté la police ou les polices ou le système de police qui est très hétérogène d'un pays à l'autre, en tout point, tous les points qui ont été d'ailleurs évoqués, depuis la sélection, la formation, les durées de formation, les contenus de formation, les modes de commandement, tout ça est très très différent, évidemment, d'une police à l'autre. Il y a ensuite les autorités qui contrôlent la police, qui sont elles aussi extrêmement différentes, et puis les publics à qui sont destinées les interventions de la police qui sont également différentes. Et la question aujourd'hui de la confiance, elle se pose non pas juste entre police et population, mais entre police, autorité politique et population. Et c'est aussi ce qui a très bien été dit tout à l'heure, il faut convaincre le ministère de mettre 7 millions pour pouvoir faire avancer, pour débloquer, pour changer le cadre législatif. La relation police-population, ce n'est pas un policier qui rencontre un citoyen, c'est un système politique qui s'intéresse à la question de la relation. Donc je redis d'une autre façon et peut-être moins précisément ce qui a été dit tout à l'heure. Alors, d'abord, le premier point, c'est l'extrême diversité des modèles. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il y a une uniformisation des systèmes de police, tellement ils sont hétérogènes les uns par rapport aux autres. N'importe qui a l'occasion de voyager peut constater ça. Parce qu'en fait, la police, ce n'est pas un concept, c'est un nom. C'est un nom qu'on donne à différentes fonctions et différentes pratiques dans différents pays. C'est juste une étiquette qu'on colle sur un bocal, mais ce qu'il y a dans le bocal, en fait, est complètement différent. Ce qui est commun, c'est le nom police et puis aussi les noms qu'on donne aux missions. Par exemple, sécurité, personne ne sait tellement ce que ça veut dire. C'est un mot qui va être utilisé dans tous les systèmes de police. Mais si vous regardez maintenant concrètement le nombre d'unités de commandement, par exemple dans un pays, la structure des agents au niveau de centralisation, si vous regardez même l'armement, un certain nombre de pays n'ont pas de police armée, y compris et même principalement en Europe, les modes de nomination des chefs de police, les systèmes de formation, tout ça, et le système de contrôle, tout ça est différent dans chacun des pays. Donc on part de cette hétérogénéité-là, mais malgré ça, il me semble qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être un certain nombre d'enjeux qui vont traverser ces différents systèmes. L'autre point sur lequel je veux insister, c'est que dans toutes les configurations, la police est dotée d'outils de contrainte. En fait. C'est une force qui suspend ou qui limite les libertés. Et il faut qu'il y ait des raisons, évidemment, pour ça. Et à partir de là, ces pouvoirs, ils vont se ressembler, par exemple dans les pays de l'Union européenne, mais en pratique, les doctrines de police de chaque pays vont être très contrastées. Donc il y a d'un côté les pouvoirs, on va dire, puis d'autre côté, il y a les doctrines qui sont différentes. Et la culture des chefs est aussi extrêmement diverse. Si vous prenez, par exemple, les déclarations récentes du patron de la Met, je ne sais pas si vous avez écouté le patron de la police de Londres, et ce qu'il a dit, on a un problème de discrimination et de racisme systémique dans la police de Londres, et je vais commencer mon action en enlevant les policiers qui ne se comportent pas comme ils le devraient. Donc ça serait peut-être difficile à dire dans le contexte français. Donc c'est très intéressant de voir le rôle du leadership. Ils ont les mêmes lois, les mêmes principes, même s'ils ont quitté l'Union européenne, mais l'exercice du leadership est tout à fait différentes, et puis ils n'ont pas non plus le même système de contrôle. Ce qui me paraît très important, si on veut essayer de comprendre cette dynamique police-population, c'est de bien considérer les objectifs politiques et, au premier chef, la valeur de la confiance pour les chefs de police. Est-ce que mériter la confiance de la population est un objectif central dans l'organisation, la codification et l'exercice des missions de police. Et encore une fois, je trouve que ça fait directement écho à ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, et cette confiance, elle est construite sur une notion d'efficacité, sur laquelle je vais revenir, qui n'est pas du tout facile à saisir. C'est-à-dire que le policier perçoit son efficacité, par exemple, avec des comptages traditionnels en nombre d'interpellations, mais on verra tout à l'heure, ou même on peut le dire dès maintenant, que le public ne perçoit pas du tout l'efficacité au nombre d'interventions de police qui se produisent autour de chez lui. Ce n'est pas du tout la même chose.
En tout cas, par contre, cette question de l'efficacité, elle reste importante. Il y a une attente d'efficacité du public dans différents ensembles qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Deuxième chose, c'est la question qui est tout à fait centrale de l'égalité devant la police. C'est aussi une chose que vous avez déjà abordée. Ça, c'est vraiment un pilier dans les démocraties occidentales. Alors, ça serait moins vrai au Brésil ou en Russie, évidemment, mais la question de l'égalité devant les services est tout à fait fondamentale pour la construction de la confiance. Puis après, deux autres traits que vous connaissez déjà, l'intégrité, parce que quand vous détournez votre fonction à votre profit privé, c'est la définition de la corruption, mais à ce moment-là, évidemment, il ne peut pas y avoir de service. Puis le dernier, c'est l'encadrement de la violence. Le fait qu'il y a une violence légale, la loi permet l'exercice de la violence par des agents de l'État, mais ce que font les démocraties, c'est qu'elles l'encadrent de façon extrêmement précise. Donc, ce qui sépare la police brésilienne de la police française, ce n'est pas les armes, c'est pas les uniformes, c'est pas qu'ils assurent la sécurité du pays, c'est la précision de la codification de l'usage de la force. Voilà. Donc, et les polices démocratiques, en fait, elles tâtonnent. En fait, la démocratie, bon, c'est quand même quelque chose d'assez récent. La France est une démocratie moyenne en Europe par sa durée. La dernière grande interruption démocratique, c'est Vichy. Le pays qui a la plus grande tradition démocratique ininterrompue, c'est la Grande-Bretagne. Hein. Mais donc, on a, 1944, 45 jusqu'à nos jours, 60 ans. Donc, ça fait des systèmes qui sont quand même jeunes. Et les polices sont finalement des inventions assez jeunes dans des systèmes politiques assez jeunes. Donc, il y a toute une invention de la police démocratique qui reste à faire. La confiance est revenue. Alors, la confiance, c'est un vieux thème de la sociologie, de la science politique, c'est un thème essentiel, et les fondateurs de ces disciplines ont parlé de la confiance et ils l'ont regardé de deux manières. Une est horizontale et l'autre verticale. Alors, le grand penseur de la confiance horizontale, c'est Georg Simmel. La confiance entre les individus permet en fait, les échanges, et sans échange, il n'y a pas de société. Donc, il s'est interrogé, par exemple, il s'est intéressé à la sociologie de l'argent. Puis, l'autre penseur de la confiance, c'est le penseur de la légitimité, c'est Max Weber, que tout le monde peut citer. Bon, moins de gens qui ont pris le temps de le lire, on peut comprendre pourquoi, vu la complexité de la lecture de l'œuvre. Hein. Bon, c'est quand même relativement difficile, on peut le dire. Hein. Mais lui, il s'intéresse à la relation de domination des États sur la population et sur l'importance de la légitimité dans l'exercice de la domination. Donc ça, c'est l'autre dimension, et c'est une confiance asymétrique entre ceux qui sont à la tête de l'État et ceux qui sont, on va dire, des simples citoyens. Donc ça, cette confiance-là, elle est revenue dans l'analyse de la police. Et évidemment, la police, sa particularité, bon, c'est l'exercice de la contrainte par rapport à d'autres. C'est pas le seul. Hein, le système hospitalier nous contraint aussi. Ils vont même nous faire mal pour nous soigner, etc. C'est pas la seule organisation qui contraint, mais elle contraint. Et donc cette particularité fait que on s'est intéressé pour aborder la confiance beaucoup. On a utilisé beaucoup l'analyse comparée. Parce que il y a pas mal de sondages qui comparent la confiance dans la police avec la confiance dans la presse ou dans les médecins. Comme on ne peut pas remplacer un policier par un médecin, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de comparer les polices entre elles. Et c'est là qu'on commence à voir comment les différentes modalités d'organisation, de travail, de pratique, etc., ont plus ou moins de valeur. Donc l'analyse s'est beaucoup développée dans cette direction-là. Je ne veux pas donner de résultats, mais je vais juste indiquer l'importance de l'analyse comparée. Je vais prendre l'exemple peut-être de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'en France, on avait la meilleure éducation nationale du monde jusqu'au jour où on a fait l'enquête PISA. Bon, le jour où on a fait l'enquête PISA, on était les derniers. Donc, il y a la perception par les professionnels de la valeur de leur action et l'évaluation de la performance des élèves, c'est deux sujets, tous les deux intéressants, ils ne sont pas les mêmes. Et qu'est-ce qui fait qu'on a pu évaluer mieux les difficultés de l'école? Ben, c'est la comparaison internationale. C'est exactement pareil en matière de police. Et il y a, dans cette réflexion sur la confiance et la relation police-population, il y a une théorie nord-américaine qui s'appelle la théorie de la justice procédurale, des interactions justes. C'est exactement aussi ce qui a été développé tout à l'heure. Hein. C'est comment on fait pour avoir une bonne interaction avec le public. Parce que la police, c'est un métier de contact.
Alors, la particularité, c'est qu'une partie des contacts ne sont pas choisis. Hein. Mais ça reste un métier de contact, même quand il n'est pas choisi. Donc, la justice procédurale est devenue une sorte de mantra dans les sciences sociales, et il y a aujourd'hui énormément de publications. Je dirais, peu importe, ce qui est important, c'est cette focalisation, en gros, sur la qualité des interactions. C'est-à-dire, la bonne police est une police dans laquelle les gens pensent que les interactions sont bonnes. Alors, c'est une réduction, c'est une simplification, mais malgré tout, c'est un courant majeur de la sociologie contemporaine de la police. Deuxième aspect important, c'est la question de l'efficacité. Et la première difficulté qu'on rencontre quand on veut parler d'efficacité policière, c'est la faible connaissance par les organisations policières de leur efficacité, la faible définition de ce que c'est que l'efficacité, parce que si on ne sait pas dire ce qu'est une chose, c'est dur de la mesurer, hein. Et le peu de prise en compte des effets indésirables dans l'action policière. Les médecins savent très bien faire ça, savent qu'un médicament vous apporte un certain nombre de choses, mais qu'il a un coût pour vous. Donc, ils ne sont pas naïvement à penser que toute action d'un médecin, parce qu'il veut votre bien, cause votre bien-être. Donc, il y a des notions d'effets indésirables, d'effets iatrogènes, comme ils les appellent. Donc là, on a besoin aussi de mieux les connaître. Et puis, la question de la confusion entre le fait de montrer sa force et de rassurer. Hein, est-ce qu'une police qui est perçue comme efficace, c'est une police qui montre ses muscles ou pas? Bon, ça, ce sont des questions, et je vais donner 2-3 illustrations empiriques rapides. Alors, la première, c'est effectivement la confusion, les Anglais disent entre les outputs et les outcomes, hein, entre le nombre d'actions et l'effet de ces actions. Très souvent, et à nouveau, bon, vous l'avez déjà dit avant moi, on mesure, et on continue à le faire en France, si vous lisez le rapport qui est remis par le ministère de l'Intérieur au Parlement, en fait, on dit qu'est-ce que vous avez fait cette année, et on va avoir des listes de nombres de personnes mises en cause, de contrôle, de garde à vue, etc. Et en fait, ces listes d'actions sont confondues avec les effets des actions. Donc, on ne sait pas quel est l'effet de l'action de la police en France. Il n'y a pas de travaux qui sont faits sur ce sujet. Ça me paraît un sujet tout à fait important. On a déjà échangé avec M. Frestinard dans le cadre des réunions du Conseil scientifique sur l'enjeu de l'évaluation. Donc, voilà, ce sont des choses qui pourraient, à mon avis, être utilement, en tout cas, développées. Et je vais donner 2 exemples rapidement. D'abord, un exemple qui est assez bien documenté maintenant, c'est la relation entre la fréquence des contrôles d'identité et la criminalité. Donc, on ne connaît pas d'effet connu de la réduction de la délinquance et de la criminalité par la multiplication des contrôles d'identité. C'est-à-dire que dans la littérature scientifique internationale, on n'a pas d'éléments qui nous permettent de croire qu'il y a une relation entre la fréquence des contrôles et le nombre des infractions. Alors là, je vous ai mis le magnifique, qui est petit malheureusement, exemple de New York, au moment où le procureur de l'État déclare les pratiques des contrôles d'identité discriminatoires et donc demande à la police de New York de les interrompre. Et ça, c'est le V inversé, où il y a une élévation. La police de New York fait de plus en plus de contrôles pour être de plus en plus efficace. Et puis, on lui dit, bah non, vous ne pouvez pas faire autant de contrôles parce que vos contrôles sont très largement discriminatoires. Et donc, ils reviennent en un temps très bref au niveau de contrôle du début de la période, et ça n'affecte absolument pas les tendances de la criminalité. Bon, et c'est la même chose. J'ai trouvé d'autres villes aux États-Unis où ça a été fait. Là, c'est le cas de Nashville, on voit la même chose. Les collègues Tiratelli ont fait une analyse qui donne des résultats tout à fait similaires, par exemple à Londres, dans un contexte européen qui est différent des contextes américains. Donc, si on croit mesurer l'efficacité de la police par le nombre des contrôles, en fait, on se trompe. On mesure la quantité d'efforts ou la quantité d'heures travaillées, mais on ne mesure pas du tout les effets. C'est un premier exemple. Ensuite, maintenant, on sait mesurer on commence à savoir mesurer certains des effets iatrogènes, donc les effets indésirables qui sont liés, par exemple, au contrôle de police.
et on voit des effets négatifs en matière de santé psychique de l'exposition répétée. On voit même des effets d'élévation en fait, de la délinquance des personnes par la répétition des contrôles, en tenant compte tous les paramètres. Je vous épargne les modèles ici qui sont utilisés avec des modèles autorégressifs par les collègues américains qui sont comparables à ce qu'on utilise en médecine. On se poursuit des cohortes en contrôlant un certain nombre de paramètres. Donc, on sait, si vous voulez, que faire beaucoup de contrôles, ça n'apporte pas de sécurité, mais ça aliène une grande partie de la population. Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir et intégrer la question des coûts, ici des coûts sociaux, dans la relation avec la police? Moi, je pense qu'on aurait intérêt à y réfléchir, à considérer les résultats scientifiques qu'on obtient sur ces questions-là, et à se poser la question de la modulation des pratiques, notamment des pratiques de contrôle. Ça, ce sont des exemples. En France, quand on regarde les effets des contrôles mal vécus par les jeunes adolescents, ici, ça c'est une enquête sur les Bouches-du-Rhône, sur plus de 10 000 adolescents, ce qu'on voit aussi, c'est que l'exposition répétée au contrôle de police, lorsqu'elle est mal vécue, elle diminue l'identification nationale, elle diminue la croyance dans la démocratie, donc elle a des effets au-delà même de la confiance dans la police. C'est-à-dire que comment on fait confiance dans un système dont on a l'impression qu'il vous traite mal? On lui fait mal confiance. Et ça, c'est ces très grosses enquêtes. Donc moi, je les ai répétées en France 2 fois. On n'a pas le même niveau de preuve que sur les autres effets iatrogènes parce qu'il y a des cohortes qui sont suivies, etc. Alors que là, ce sont des coupes synchroniques. Disons, ça devrait alerter sur les coûts sociaux de pratiques policières qui sont ici par les adolescents mal vécus. Et ces expériences, en fait, sont très durables. Ce que vous avez vécu à l'adolescence, je pense que vous vous en souvenez encore maintenant. C'est exactement pareil, évidemment, pour les jeunes qui sont ici exposés à des contrôles qui se passent mal. Sur l'évaluation de l'efficacité de la police, il se trouve que bon, l'ONDRP, l'INSJ, qui est maintenant un peu une nouvelle forme, pas tout à fait la même, mais un nouveau partage des tâches, mais qui a été largement reprise par l'IHEMI, avait, avec l'INSEE, mis au point des enquêtes sur les victimes, qui sont maintenant gérées par le SSMSI. Et à partir de ces enquêtes, sur plus d'une dizaine d'années, et sur l'ensemble des vagues, donc ça représente des dizaines et des dizaines de milliers de personnes interrogées au fil de ces années, on a essayé de comprendre les fondements de la confiance dans l'efficacité locale de la police. Et il faut vraiment avoir des questions qui sont ciblées sur l'efficacité locale. Quand vous demandez aux gens, est-ce que vous avez confiance dans la police, vous ne mesurez pas la confiance dans la police, il faut le savoir. Si vous leur demandez s'ils ont confiance dans l'action des policiers autour de chez eux pour résoudre tel ou tel problème, là, vous commencez à avoir des indicateurs qui sont plus robustes. Bon. Et ce qu'on trouve, je vais résumer du seul slide, dans ces enquêtes, on a la possibilité de connaître le fait que les gens aient été victimes ou non, c'est des enquêtes de victimation. On peut mesurer la quantité de fois que les gens ont été victimes. On peut mesurer les interventions policières que les personnes ont pu constater autour de chez elles. Et je ne parle pas de patrouille, je parle vraiment d'intervention sur différents types de motifs. Et puis, on peut mesurer la perception de l'efficacité policière. Et donc, tous ces éléments sont mis ici, mélangés dans ce graphique. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que les descentes de police, les gens ils sont plus ou moins exposés. Ils sont peu exposés lorsque police visibility vaut 0 et ils sont le plus exposés lorsqu'elle vaut 6. Et ce qu'on voit, c'est que les courbes, c'est des courbes qui mesurent, les 3 courbes, elles mesurent l'efficacité perçue de la police. Et ce que vous voyez, c'est que plus les gens voient autour de chez eux des descentes de police musclées, moins ils pensent que la police est efficace. Et ça, indépendamment du fait qu'ils aient été victimes ou non. Les 3 petites barres ici, c'est les 3 moyennes ajustées autour du niveau de victimisation moyen, un écart type au-dessus, un écart type au-dessous. C'est-à-dire on contrôle le fait qu'ils sont victimes. Donc, ce qu'on voit, c'est que les gens ne confondent pas
la police efficace avec la police musclée. Et je trouve que ça va aussi exactement dans le sens de ce que vous avez présenté tout à l'heure. Je trouve vraiment très intéressant, surtout qu'on ne s'est pas coordonné, mais je trouve vraiment très intéressant les parallèles qu'il y a entre un certain nombre de résultats et puis l'incorporation d'une réflexion pour transformer le fonctionnement de services de police. Et là, je vais aller plus vite, je vais survoler ça. Le dernier élément qui se pose pour toutes les polices, c'est la question de la redevabilité de la police. C'est le mot français pour accountability, et qui sont des formes d'évaluation de la qualité du service ou de la médiocrité du service ou de la très haute qualité du service rendu. Et là, ce qui est le plus frappant, et c'est ce que je vous ai dit pendant l'introduction, c'est qu'il y a aujourd'hui une norme je vais sauter un peu ça, de redevabilité qui est en train de se transformer complètement. D'abord, la naissance de pratiques de consultation. Alors là aussi, c'est pareil, bon, vous l'avez dit tout à l'heure, donc je ne fais que le répéter, mais le Canada est un exemple, mais cette consultation et ces pratiques de consultation n'existent pas qu'au Canada. Ensuite, les formes d'évaluation des effets, des résultats, à travers des pratiques indépendantes de l'université, vous les avez mentionnées également. Et puis, troisième chose qui se développe, c'est les autorités externes de contrôle, et c'est de ça que je veux dire juste quelques mots. On a fait pour le défenseur des droits une étude qui est là pour l'instant pas publiée, donc je ne vais pas en dire trop de choses pour laisser le défenseur des droits fixer le calendrier de la diffusion à son rythme. Donc on a obtenu un soutien pour faire une étude à l'échelle de l'Union européenne, et on a aussi le Québec, qu'on considère probablement comme l'Union européenne, puis la Suisse aussi, bon, c'est un peu une annexation forcée, mais bon. Donc on a des pays de l'Union européenne, la Suisse et puis le Québec. Et ce qui est très intéressant, et normalement vous devez voir s'afficher des couleurs, ça ne marche pas parce que c'est le PDF, donc là normalement la personne avec qui je travaille avait fait une animation, donc en fait vous voyez du bleu qui arrive du nord de l'Europe, puisqu'il y a ces organes ont plus de 100 ans dans les pays nordiques, dans certains, en Finlande, et se diffusent dans toute l'Europe. Et entre les années 80 et aujourd'hui, quasiment tous les pays européens ont mis en place des mécanismes de contrôle externe. Et ils l'ont tous fait différemment. Hein. Et ce qu'on voit, ce sont des petits mécanismes auxquels on peut d'ailleurs reprocher beaucoup de choses, ou noter la vitesse avec laquelle ils ont réussi à s'implanter. Bon, mais il y a une norme d'extériorité qui commence qui s'enracine. Et le fondement de cette extériorité, c'est la crédibilité. C'est ça qui nous renvoie directement à la question de la confiance, et que c'est l'extériorité du mécanisme garantit la crédibilité des évaluations. Ce n'est pas un savoir-faire technique supérieur, c'est une crédibilité générale des organismes. Je suis un peu déçu comme de ne pas avoir pu vous montrer la vague dans toute l'Europe. Et la dotation, les jaunes, c'est les organes de contrôle de la police, parce qu'un certain nombre de pays ont des organes mixtes qui mélangent contrôle de la police et puis contrôle d'autres droits dans d'autres secteurs. Et certains ont choisi d'être spécifiques, comme c'est le cas de IOPC en Angleterre, et d'autres sont comme nous, avec un défenseur des droits qui défend l'ensemble des droits. Et donc là, on a une représentation graphique. Chaque petit carré, c'est un agent. Les carrés orange, c'est les agents qui contrôlent la police. Et vous pouvez rechercher la place de la France dans ce système, et elle n'est pas en haut, en dotation absolue, et même si on le rapportait au nombre d'agents, ça serait encore plus limité. Donc c'est un mouvement qui est naissant, qui est en voie de consolidation, mais qui aujourd'hui n'est pas complètement capable de remplir la mission qui lui est confiée par la loi, du fait des moyens qu'ils ont reçus. Voilà. Et je vais m'arrêter là pour ne pas être trop bavard. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, merci, c'était passionnant.